l'Alliance des États du Sahel en liesse samedi à Niamey. Les chefs d'État de la CEDEAO, ou ce qu'il en reste, se donnent rendez-vous ce dimanche à Abuja, capitale du Nigeria. Hasard de calendrier ou bravade de l'AES, analyse des grandes décisions prises par Goïta Traoré Tiani au sommet historique de Niamey avec nos consultants du jour. J'ai l'honneur, le plaisir de vous annoncer Luc Koumé Abalo Abaki. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous serez en compagnie aujourd'hui de celui qui ne change pas, Sogoyou Kegewe. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous nos frères et sœurs téléspectateurs et bon dimanche à eux. Qui vous attendent de pied ferme. L'excellence Sogoyou Kegewe est journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Sommet de l'AES au Niger, les grandes décisions prises par Goïta Tiani et Traoré, c'est le thème du jour et vous êtes invité à enrichir cette émission par vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. C'est le numéro pour nous écrire. Je me ferai le plaisir de relayer vos contributions dans la seconde partie. Si vous nous suivez en direct, c'est la consigne. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission avec votre pouce. Likez-la pour ne pas oublier, faites-le en même temps. Ensuite, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos programmes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les alertes. Et puis partagez les numéros de forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Retour donc sur notre sommet. Sommet de Niamey, sommet de l'Alliance des États du Sahel ou de la Confédération désormais des États du Sahel. Est-ce que ce sommet pour l'AES qui intervient à la veille d'un autre sommet, celui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est un hasard de calendrier ou une provocation, Luc Abaki? Alors, je pense que pour répondre à une telle question, il faut d'abord revenir un peu sur le mécanisme de fonctionnement même des pays de l'AES. Je crois que s'il y a vraiment quelque chose de réconfortant, d'exaltant et vraiment d'admirable dans le mécanisme même de fonctionnement ou de gouvernance des pays de l'AES, c'est leur méthode. Ce ne sont pas des gens qui ont envie de séduire les observateurs, qui ont envie de faire plaisir à quelqu'un. C'est des gens qui se sont rompus à une tâche et qui ont compris en fait les défis liés aux besoins d'existence même de leur pays. Et dans un tel contexte, lorsque vous avez des leaders de cette nature-là, ils posent des pas après avoir suffisamment travaillé en arrière-plan. Et vous avez constaté de la manière dont ils ont procédé depuis que chacun d'eux est arrivé au pouvoir, ils ne s'agitent aucunement. Donc, ça veut dire qu'ils se sont revêtus des attributs de leaders qui ont bien compris leur mission, qui est tout à fait sacerdotale, et le besoin d'atteindre des résultats, et aussi évidents et efficaces, visant précisément l'épanouissement de leur peuple. Avec de telles personnes, ils n'ont pas besoin de provoquer qui que ce soit, ils n'ont pas besoin de s'agiter autour de quoi que ce soit, et ils s'attachent à leur mission. Donc, que le sommet de l'AES se tienne à la veille d'un autre, ça ne peut qu'être, je sais pas, c'est-à-dire que c'est la nature qui régule tout, voyez-vous. En témoigne justement les résultats auxquels ils sont parvenus, toute la liesse, toute la mobilisation qu'il y a autour de ce sommet montre clairement que même sans propagande, sans bruit, sans communication particulière, le peuple adhère déjà à chacun des pas que ces dirigeants-là posent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous nous consacrons à cette émission-là. On verra bien combien d'émissions seront faites sur l'émission, le sommet qui aura lieu de la CEDEAO. C'est pour dire que lorsque vous êtes dans la vérité, lorsque vous êtes dans la sincérité, vous travaillez dans l'intérêt de la population, en tout cas qui vous a revêtu de cette mission de dirigeant, vous n'avez pas besoin d'efforts à faire. Vous faites votre travail et la nature elle-même vous adoube tout simplement. Excellence Sogoyou Kegewe, le sommet de Niamey a été annoncé seulement 48 heures avant. Mais pourquoi avoir choisi cette date, sachant que la CEDEAO avait rendez-vous ce dimanche pour un sommet ordinaire? Moi, je crois qu'il faut déconnecter ce que l'AES fait de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un foutoir. Comment tu veux que des gens intelligents comme les dirigeants de l'AES travaillent par rapport à ce que la CEDEAO veut faire? La CEDEAO, bon, elle est rassemblée aujourd'hui. Leur petit
excusez-moi le terme, leurs petits commissionnaires chargés soi-disant d'aller ramener l'AES dans la CEDEAO. Toi, tu viens d'arriver, tu ne connais même pas encore la définition ni de la CEDEAO ni de l'AES. Parce que si tu connaissais la définition de la CEDEAO, tu aurais dit à tes pères là, mais vu que ce que la CEDEAO demande, vous ne le faites pas, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez me mettre dans ce chaudron. Bref, Luc l'a dit, donc il faut déconnecter ça. Ils se sont réunis compte tenu des besoins de leur association. Mais cela n'empêche que ce soit aussi indirectement un message à la CEDEAO. Ce n'est pas la peine d'aller baver sur nous à Abuja. On vous confirme qu'on n'est plus dans votre bordel. C'est tout. Le message est passé. Parce que sinon, il sera encore arrivé là-bas. AES doit venir dans CEDEAO puisqu'ils reçoivent les ordres de là où tu sais. Heureusement, aujourd'hui, lui, il a les mots de tête avec des élections chez lui. Sinon, ils reçoivent les ordres et le petit étudiant attardé là qui se prend déjà pour un grand chef d'État, on va l'envoyer là-bas. Je crois que l'AES a bien fait. Elle a fait son sommet quand elle veut, compte tenu de ses besoins, des impératifs de leur politique intérieure. Cela n'a absolument rien à voir avec les lourdeurs administratives, politiques, esclavagistes, soumises de la CEDEAO. Nous avons, tu as vu hier à Niamey, un vent de liberté, de souveraineté a soufflé hier, pas sur Niamey, pas sur le Niger, pas sur l'AES, mais dans tous les camps de concentration français, les camps de concentration, les 14 camps de concentration français, les gens se sont dit, mais merde, on peut s'en sortir. On attend quoi pour sortir de ces camps de concentration? C'est tout. Il y a un vent de liberté. Et ce vent de liberté, il est contagieux. Et c'est la contagion là que les gens craignent et veulent à tout prix les ramener dans les chaînes esclavagistes de la CEDEAO. Donc vous ne voyez pas de corrélation, mais tout au moins, ce sommet de Niamey a ravi la vedette quand même à ce qui devait se passer le lendemain à Abuja, c'est-à-dire... Est-ce que quelqu'un s'intéresse aux réunions des caciques de la CEDEAO? Les gens se rencontrent pour se congratuler et puis ils tremblent tous, attention, il ne faut pas qu'il y ait coup de tâche chez nous, gna gna gna. C'est tout, à part ça. Est-ce qu'ils vont là-bas pour les peuples? Eux, leurs avions, ils passent dans le ciel. Ils ne traversent pas une frontière pour voir les tracasseries que les populations subissent. Donc, je dis, il ne faut même pas parler de ça. Pour moi, Abuja, c'est la même histoire depuis 1991. Ça dit que on a oublié le souci de la CEDEAO de fédérer les populations, de libérer les populations des tracasseries douanières, tout ça. La CEDEAO, on a oublié ça depuis. Aujourd'hui, trouver une place à la CEDEAO, c'est devenir un bon rentier. On est là, bon salaire, bons avantages. Est-ce que quelqu'un se soucie de ce que la population pense de la CEDEAO? Hier, à Niamey, c'est la population que nous avons regardée. Tout à fait. Mais tu t'imagines, des chefs d'État arrivent en avion et ils marchent sur des kilomètres. Oui, une dizaine de kilomètres. Une dizaine de kilomètres. Attends, moi, marcher 10 kilomètres, c'est pas donné à tout le monde. Heureusement, c'est des militaires. Tout à fait. C'est pas donné à tout le monde. Donc, nous avons vu ce que la population a fait. C'est de ça que nous tenons compte. Qui à Abuja peut recevoir des émissaires de Macron comme ça? Tout le monde sait qu'ils ne représentent rien. Ils n'ont aucune consistance. Rien, absolument rien. Tout le monde sait que chacun, avant d'arriver là-bas, a dû passer un coup de fil pour voir, mais qu'est-ce que moi je vais dire, chef? Bon, toi tu vas dire ceci. Ah, et moi, patron, qu'est-ce que je vais dire? Ah, toi tu vas dire cela. Et ainsi de suite. Donc, il faut même pas, aucun Africain sérieux ne donne 1% de crédit à la CEDEAO. Donc nous sommes dans une ère nouvelle. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle avec l'AES et nous sommes tous dans l'AES. Parce que je ne comprends pas que, vu l'esclavage que nous avons subi et subissons, que des gens qui veulent la liberté, la souveraineté de l'Afrique, qu'on dise qu'il y a d'autres Africains qui sont contre eux. Est-ce que toi tu comprends? Tu comprends que des gens sont heureux d'être esclaves de la France.
Parce qu'ils vont sur le perron, on leur serre la main. Bon nègre, tu es là, oui, 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 oui. Ah, toi, tu es un bon nègre. Faut pas faire comme les fous du Sahel, là. Certains ont théorisé là-dessus, vous parleront du syndrome de Stockholm. Mais je voudrais qu'on parle. Donc, les bons nègres, là, la réunion des bons nègres, les populations à Abuja, le peuple, personne ne sait que ces gens-là arrivent. Oui, personne. Du sommet de Niamey, dans sa forme et dans le fond, ce sommet tranche un peu avec les protocoles de la CEDEAO. Est-ce que c'est l'effet nouveauté qui a provoqué cette liesse ou la vraie rupture proposée par ces nouveaux régimes? À tout point de vue, j'ai parlé tout à l'heure du mécanisme de fonctionnement des dirigeants de l'AES. À tout point de vue, leur style de gouvernance tranche avec ce à quoi on a été habitué au sein de l'espace francophone et notamment au sein de la CEDEAO. Et donc, ce n'est qu'un corollaire naturel. Si on voit qu'il y a un déchaînement de la population qui est en liesse, qui est heureuse et qui est excitée justement d'acclamer, d'exalter les valeurs de leurs dirigeants actuels. Vous avez vu le contenu des messages qui ont été passés à travers les discours. On prend juste l'exemple de Ibrahim Traoré. Voilà un jeune qui est donc venu au pouvoir, moins de 40 ans, mais qui montre clairement qu'en fait, qu'il a de la vision, qu'il a du contenu, qu'il est structuré et qu'il est capable de tenir un discours pour pendant plus de 10 minutes de façon cohérente et structurée, sans papier justement. Et puis donc, à travers son message, vous allez percevoir à la fois sa dimension d'humilité et sa dimension spirituelle, et donc le fait qu'il soit même conscient qu'il est revêtu de ce pouvoir-là grâce à un peuple. Parce que dans un premier temps, il a d'abord rendu grâce à Dieu et il a loué le fait que Dieu a permis que ces genres de situations, enfin, cette opportunité leur soit donnée. Et du coup, il sait qu'il n'est président que grâce à un peuple, que c'est le peuple qui la double et qui donne sens à sa gouvernance. Alors il salue le peuple nigérien, le peuple de l'AES, il salue tout cela et ensuite il enchaîne par quoi? En revenant sur ce qui fait la fierté de l'Afrique. Il a rappelé dans une rhétorique remarquable le fait que notre sang coule ensemble à travers tous les épisodes qui ont marqué justement la vie de l'Africain et qui montrent qu'en fait l'Africain a été brimé exprès par les impérialistes parce qu'ils considèrent le continent africain comme étant l'empire des esclaves, comme il a dit. Et il a décrit avec une précision extrême la méthode par laquelle les impérialistes arrivent à mettre la main sur nos États. C'est justement à travers ceux-là qu'ils désignent, qui s'érigent finalement en traîtres et qui font que jusqu'à après 60 ans, nous n'avons aucune capacité de décider par nous, d'agir par nous, de capitaliser notre potentiel et de faire en sorte à impacter notre environnement et assurer l'épanouissement, le développement et la croissance économique sous notre espace. Après avoir décrit tout ceci, il a galvanisé les troupes. Puisqu'il est reconnaissant, il montre clairement qu'il sait où il doit aller et avec quel moyen de bord. Parce que vous ne pouvez jamais aller loin en tant que leader sans vous appuyer sur le peuple pour lequel vous agissez. Et donc son message a été vraiment un message assez déterminant et il a été complété par celui d'Assimi Goïta qui a rappelé, si vous voulez, tous les pas déjà franchis par l'AES et toutes les initiatives qui sont en train d'être prises pour consolider précisément cette initiative-là, parce qu'en fait, la CEDEAO, l'AES a été née dans un contexte de brûlure politique où les États membres de la CEDEAO ont fait preuve d'un gangstérisme, j'allais dire d'une délinquance politique à travers des sanctions qui n'ont rien à voir avec la mission et la vocation d'un dirigeant. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un besoin de se mettre ensemble pour contrer tout ce rouleau compresseur international avec des complicités autour de tous ces États-là. Mais aujourd'hui, ils ont dépassé cette étape-là. Ils veulent alors consolider cela pour embrayer sur les autres volets, notamment économiques, financières, avec les infrastructures, etc. Donc c'est un chantier colossal qui est entrepris de façon froide, avec des gens suffisamment lucides, cohérents et qui ont
je le répète encore, de la méthode. On ne peut qu'attendre des résultats intéressants parce qu'ils le font avec la foi, avec la conviction et avec les méthodes les plus appropriées possibles en travaillant sur la complicité de la population dont le labeur permet justement d'atteindre des résultats intéressants. Excellence, Sogoyo Kegwe, est-ce que ce sommet, sur certains points de vue, ne ressemble pas plutôt à un meeting où certains dirigeants de l'AES sont harangués la foule, massés à l'occasion ils ont harangué une foule qui était là et qui était là spontanément. Les gens ne peuvent pas venir vous saluer et vous ne dites rien. Ils ne sont pas allés pour haranguer les foules. Mais la foule était là spontanément. Il faut lui dire ne serait-ce que bonjour et merci. Les Nigériens, c'est le peuple là qui comprend les enjeux de l'AES, les enjeux de liberté, de souveraineté, d'indépendance économique. Tu t'imagines, et je l'ai dit ici, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas bien français, j'ai dit ici que l'objectif de la France, c'était de faire en sorte qu'un pays noir reste toujours dans la misère et non s'enrichisse comme les pays arabes. Tu vois un petit pays comme le Qatar, il a quoi? Il a le gaz et le pétrole, mais regarde, c'est un paradis sur terre. Le Niger a la même chose. Et sinon il est classé, il est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Alors, les Nigériens savent ça aujourd'hui. Ils savent que la France achetait l'uranium à 132 000 francs le kilo au Kazakhstan et au Canada et que au Niger, on le prenait à 7 €, ce qui représente 4 700 poussières. Mais c'est une insulte permanente. C'est du racisme. C'est de la négrophobie. Oui, si la France achète, c'est parce que le Niger vend. Mais le Niger vend parce que tout chef d'État nigérien qui a voulu renégocier les prix a été assassiné. L'uranium nigérien en France est un uranium du sang. Quand on refuse les diamants de sang, les diamants de guerre, l'uranium au Niger est un uranium en France, l'uranium nigérien en France est un uranium de sang. Les chefs d'État qui ont voulu renégocier le prix ont été assassinés. Ou destitué. Issoufou a voulu négocier, en tout cas. Il a obtenu quoi? Il n'a pas été tué. Et Tandja, c'est Tandja qui a commencé, on l'a renversé. Quand on te tue pas, on te renverse. C'est ça la politique. L'uranium du sang, l'uranium de la violence extrême. C'est comme ça. Donc, voilà, les Nigériens ont compris ça à propos de leur uranium. Ils ont compris encore mieux à côté de leur pétrole, où un commis français dans un comptoir négrier les empêche de vendre leur pétrole. Les Nigériens ont compris ça. Ils comprennent les enjeux. Et ils savent que le combat que mène Tiani, c'est le même combat que mène Assimi Goïta. C'est le même combat que mène le jeune lion du Burkina, Ibrahim Traoré. Et ces gens-là, ils sont plus que des héros. Et ils donnent l'exemple que doivent suivre les autres pays. Il n'y a pas de raison qu'un pays, par exemple, comme le Gabon, qui a à peine 1 ou 2 millions d'habitants, avec toutes les richesses, pétrole, manganèse, or, bois et tout, soit en train de végéter dans la misère. Du fait des mêmes personnes, de la même politique de ces personnes. Qu'est-ce que tu comprends qu'un pays comme le Zaïre, le Congo, chose démocratique, soit dans la misère, qui n'est même pas à manger, dans l'Est où sont concentrées toutes les richesses, qui est que le sang, les larmes et les pleurs et la sueur. Pourquoi? Comment tu comprends ça? C'est les mêmes pays. Et quand ils ont fini de s'empiffrer avec nos richesses, nous laissant dans la misère, ils se promènent pour se gargariser sur les droits de l'homme, la démocratie, les élections démocratiques, machin. Mais ces singeries-là, c'est parce que les peuples du Sahel ont compris ça. L'accueil qu'ils ont réservé hier à Traoré, c'est pas pour la figure de Traoré, c'est vrai, c'est un beau gosse, mais les beaux gosses, il y en a partout, il y en a plein au Niger, au Burkina, mais il y en a même plein au Togo, mais
Vous êtes pas moins beau. Moi, je suis vieux. Un vieux papy, ça ne sert à rien. Oublie ça. Donc, les Nigériens se sont mobilisés comme se seraient mobilisés et les Burkinabés et les Maliens sur le sommet avaient eu lieu sur le territoire. Donc, cette lutte féroce pour l'indépendance de nos pays doit être soutenue. Le peuple nigérien a montré qu'il soutient la lutte là, vaille que vaille. Les menaces, les petits militaires sans carrière, sans envergure, comme les Lecointre qui sont là à baver. Moi, j'ai déjà dit ça ici. Dans 10 ans, l'Afrique aura fini de conquérir la France. Les gens là, ils n'ont pas d'avenir. J'ai été sensible tantôt à votre commentaire composé du discours d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est quand même un discours qui a donné la chair du poule, convaincant, il faut le dire. Mais comment se fait-il que les intellectuels africains ne tiennent pas souvent ce genre de discours? N'ont-ils pas compris les enjeux? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Non, écoutez, vous savez, l'inspiration ne vient qu'à des esprits qui sont en harmonie avec eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas porteur d'une vision, si vous n'êtes pas engagé pour une cause noble, qui concerne le meilleur devenir de l'ensemble de la population pour laquelle vous agissez, vous avez très peu d'inspiration. Et du coup, votre discours sera rempli de péroraisons, d'affirmations gratuites, de périphrases, de circonlocutions. Vous faites tous les efforts possibles pour afficher un talent oratoire, mais qui en réalité n'est pas soutenu par une substance nutritive et intellectuelle consistante. Vous avez vu le naturel avec lequel Ibrahim Traoré parlait. C'est parce qu'il est porteur, en fait, d'une vision et en même temps, tout ce qu'il est en train de dire, c'est une transmission de son être profond. Vous voyez? Donc, les intellectuels ne portent pas de vision, mais c'est à eux qu'on enseigne l'engagement depuis la classe seconde terminale. Écoutez, je parle des convictions. Oui, bien sûr. On nous a appris la rhétorique, les techniques de la rhétorique. Et donc, les gens alignent tout simplement les mots parce qu'en réalité, leur discours est sous-tendu par un désir de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je l'ai dit au départ, lorsque vous êtes en train de parler, vous êtes dans la vérité, dans la sincérité, dans la franchise, les mots viennent d'eux-mêmes. La dernière fois, j'avais pris l'exemple sur le message passé par Abdoulaye Diop à Bruxelles, et j'ai rappelé que oui, Boileau nous a dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais mieux encore, lorsque vous avez un vécu, et vous êtes en train d'exprimer un vécu, des épisodes que vous avez portés et où des émotions ont été ressenties, vous développez une certaine forme d'émotion, vous émerveillez parce que tous ceux à qui vous vous adressez se retrouvent justement dans la pertinence de ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez? Donc, Ibrahim Traoré, en rappelant avec munitie et de façon chirurgicale les méthodes funestes et pernicieuses par lesquelles les puissances impérialistes procèdent pour utiliser... On les appelle tout le temps puissance. Bon, oui, justement, puissance entre guillemets, voilà, mettons les guillemets tout simplement, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de déjouer tout ça et on est en train de renverser simplement cette tendance-là par un message plus... On sait pourquoi les pays de l'AES ont réussi l'assentiment de la population alors qu'ils n'ont pas été élus. C'est précisément parce que non seulement ils sont porteurs de vision, mais ils savent porter le message qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils partagent, ils mettent le peuple au même niveau d'information. Et ils décrivent avec précision les pas qu'ils veulent franchir et où ils veulent mener ce peuple-là. Parce que, vous voyez la navigation à vue qu'on a au sein de la CEDEAO, c'est la preuve qu'en fait, ces gens, étant inféodés, étant entendu qu'il y a un caractère catalytique ou quelqu'un qui joue un rôle catalytique, les dirigeants n'agissent plus par conviction, ils agissent par nécessité. Parce qu'ils sont redevables, non pas vis-à-vis de leur population, mais vis-à-vis de ceux-là qui téléguident et qui ont opéré pour leur choix.
entre guillemets, démocratique, mais dont ils attendent véritablement des résultats pour bonifier tous les intérêts qu'ils attendent, en tout cas les ressources qu'ils veulent dans nos pays-là. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas être convaincant, persuasif, si on n'est pas porteur de tous les mots qui sortent là, et si on ne les comprend pas avec toute la vibration nécessaire. Assimi, je veux dire, Ibrahim Traoré nous en a donné la preuve, tout comme Assimi Goïta et le général Tiani. Les éléments qui sont évoqués, les points qui sont portés là, montrent clairement que les messieurs savent où ils veulent aller et ils ont une adhésion naturelle. Parce que tous les réseaux sociaux se sont mobilisés de façon spontanée. Et tous les médias se sont mobilisés parce qu'ils se retrouvent véritablement dans tout ce qui se passe. C'est un appétit vorace que les populations africaines développent aujourd'hui parce que la question de la liberté, la question de la souveraineté, la question de la sécurité et de l'épanouissement sont des questions inhérentes à la nature humaine. Et on ne peut pas empêcher un peuple d'en jouir, justement. Mais on doit dire que les intellectuels africains n'ont pas de vision. Non. Parce que ce n'est pas un problème de, on va dire, peur de la répression de ce qui peut leur arriver s'ils montrent haut la voix. Non, attends, Gilles, tu appelles quoi intellectuel africain? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous les intellectuels africains. Quand depuis l'enfance du fin fond de ton village à Vaughan, de ton village dans le Liptako Gourma, de ton village à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans une plantation de cacao, de ton village de pêcheurs au bord du fleuve Sénégal, on te dit nos ancêtres les Gaulois. Déjà, tu es immunisé contre l'amour de ton pays. Chacun doit rendre hommage à ses ancêtres et non pas à quelqu'un d'autre. Après les ancêtres, les Gaulois, on ajoute la Bible. Il y avait, pour te faire comprendre, qu'il y avait notre ancêtre. Lui, il est encore même plus important. Et on t'apprend des récitations, dont une des plus célèbres, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais avec ce triptyque-là, tu es fini. Mais vous, intellectuel. Vous n'êtes pas fini. Tu es fini. Alors, une précision. L'intellectuel africain qui a étudié à Moscou est différent de celui qui a étudié en Allemagne, il est différent de celui qui a étudié en France, il est différent de celui qui a étudié aux États-Unis, tu le sais. C'est qu'on ne s'est jamais donné la peine de les étudier un à un pour voir quels sont leurs comportements quand ils reviennent chez eux. Certains, par exemple, privilégient toujours le costume cravate. Quand tu le vois toujours costume cravate à 40 degrés à l'ombre, tu sais à peu près dans quel pays il a étudié. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'épée de Damoclès sur la tête des intellectuels qui osent? Je vais te dire quelque chose. Moi, je sais ce que vous... Oui, je sais. Je sais ce que nous traversons parfois. Oui, même moi ici, un pauvre retraité innocent, ne crois pas que c'est facile quand je viens bavarder ici, je le sais. Je sais de quoi vous parlez. Voilà, donc c'est pas facile, mais est-ce que tu sais à quel prix la France est indépendante, la révolution? C'est vrai, c'était une affaire interne à la France, mais ils ont coulé le sang pour prendre leur indépendance, leur liberté, même si, après avoir chassé le roi, ils se sont retrouvés avec un empereur rabougri. Bon, les États-Unis d'Amérique, mais tu sais à quel prix ils ont arraché leur indépendance des mains des Anglais, les fameux tuniques rouges, les différentes batailles à Yorktown, à qui, je ne me rappelle même pas tout. Les Chinois, tu sais ce qu'ils ont enduré face aux Japonais? Ils ont accepté de payer le prix. Si tu ne payes pas le prix de l'indépendance, tu ne seras jamais indépendant. Pourquoi on nous a eu en Afrique noire dite francophone? On nous a donné l'indépendance. Donc on fait ami autour d'un verre de champagne. Quand vous dites on a donné, mais il y a... On a donné, à part les Camerounais. Attends. Les vrais résistants. Non, attends, laisse tomber. Au Togo, laisse. Les Camerounais qui ont fait couler du sang. Mais on a gazé au napalm, on a tué au napalm des villages entiers au Cameroun. Et pourtant, c'est du Cameroun que le général Leclerc était parti pour la conquête et pour la libération de la France avec des troupes africaines. Après
la France est retournée tuer les gens au napalm, bombarder au napalm, assassiner les chefs indépendantistes, les moumiers, les moumiers, mais on les a tués comme des chiens. Alors, est-ce que c'est une raison pour que les Camerounais arrêtent de se battre? Je vois des gens qui gonflent le torse. Ah, mes aïeux étaient de grands guerriers. Mais tes aïeux étaient de grands guerriers. Dis-moi pourquoi tu es devenu une femmelette. Dis-moi. Et voilà, justement. Donc, les femmes. Non, c'est une expression. Non, c'est pas. Quand je dis femmelette, c'est une expression. Oui. Je ne dis pas que les femmes. Attends, aujourd'hui d'ailleurs. Les femmes se battent mieux que les hommes. Non. Elles sont plus courageuses. Tu crois que c'est un hasard si dans les différents pays, femmes Premier ministre, femmes ministre des Affaires étrangères, tu crois que c'est un hasard? Parce qu'elle sait pourquoi Tiani, à Cotonou, sachant que la patate était chaude, a envoyé une femme. Mais si c'était un homme, on l'aurait corrompu. On le prend dans un coin, on dit 11 000 barils volés gratis. Bon, on te donne l'équivalent de 2 ou 3 000 barils à chaque chargement. Je suis pas d'accord non plus. Bon, donc, non, pas nous les hommes qui sommes corrompus. C'est les hommes qui sont les plus corrompus. Non, c'est les hommes. Parce que toi, quand on te promet... Vous parlez souvent d'une femme corrompue à la tête de l'Union européenne. Oui, c'est une exception. Elle est corrompue pour dans tous les cas. Attends, sa corruption... Oui, sa corruption paye pour toutes les autres femmes. Donc, la corruption n'a pas de si toi, on te promet ce pétrole, tu vas te gratter la tête, tu vois, je voulais offrir une voiture à ma maîtresse telle, une villa à l'autre maîtresse par là, tu vas prendre l'argent, mais la femme, elle s'en fout, elle n'a pas besoin d'argent pour offrir une villa ou une voiture à quelqu'un. Donc voilà pourquoi ces femmes méritent qu'on leur fasse confiance. C'est ça le problème. Mais Luc Kabaki, je voulais dire qu'il faut faire un distinguo entre ceux qui ramassent des diplômes et qui sont diplômés et ceux qui sont des intellectuels, c'est-à-dire ceux-là qui se sont engagés pour la cause commune. Je reviens toujours là-dessus. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un dont l'ego est aussi amplifié et qui ne pense qu'à lui, il est tellement égocentré que lorsqu'il accède à un poste de responsabilité, il pense d'abord à son ventre, à sa personne, à la gloire et à tout ce qui a comme parure flatteuse autour de lui. Ça, il y a une grande différence. Vous voyez des gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tiani, ils sont toujours en quoi? En treillis. C'est-à-dire c'est des combattants. Ils auraient pu. Vous avez vu quelqu'un d'autre qui était aussi officier et qui avait fait coup d'état, il a commencé à porter des costumes là. Damiba. Non, c'est à Abidjan qu'on a offert les costumes. Il a commencé à porter des costumes. En fait, j'ai dit toujours que lorsque vous avez une mission d'une telle portée, votre nom ne doit plus compter. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle, qu'on vous adule. Vous avez besoin de poser des actes qui parlent en votre nom. Et ce sont des actes que les trois pays là les trois dirigeants sont en train de poser et qui expliquent que nous, à 1000 lieues de ces pays, nous sommes engagés derrière eux parce que nous nous retrouvons précisément dans ce qu'ils font. C'est la preuve tangible qu'en fait, vous ne pouvez être héros que si vous êtes capable de produire des actes qui impactent la vie et le devenir d'une grande communauté. Et c'est en cela que les trois présidents qui sont pionniers d'une nouvelle dynamique révolutionnaire en Afrique deviennent des héros pour le peuple africain. Alors si Ibrahim Traoré a eu la lucidité, l'intelligence de rappeler l'histoire des peuples d'Afrique, qui ont contribué à libérer le nazisme du monde, qui ont contribué à construire les économies de l'Occident, qui ont contribué à laisser des héritages. Il rappelle même à nos dirigeants qu'en fait, qu'ils sont des héritiers. Il ne faudrait pas qu'ils viennent jouer des traites et se sentir plutôt redevables vis-à-vis des gens avec qui ils n'ont rien en commun en ce qui concerne la culture, l'histoire, les us, etc., etc. Vous ne pouvez qu'être porteur de votre culture. Si vous voulez faire la fierté de votre population, de votre peuple, vous ne pouvez que exalter les valeurs dans lesquelles ce peuple-là se retrouve. Et c'est à travers cela qu'on sait que vous avez de la vision et que vous êtes capable de faire évoluer cette communauté-là. Mais si vous ramez à compte courant de cette dynamique naturelle et vous faites tout pour que ce soit l'étranger qui s'introduit dans votre culture et qui mélange tout, mais vous devenez un traître patenté. Malheureusement, c'est grâce aux traîtres de l'Afrique
que notre continent est encore dans l'impasse. Et cette division pour régner risque de prendre encore de l'ampleur si jamais le travail là que nous sommes en train de faire, que les 3 dirigeants là sont en train de faire, n'est pas soutenu farouchement par une masse critique de population qui participe véritablement à renverser cette tendance là qui nous a engouillés pendant des décennies dans une forme de vie-serve. Ouais. Excellence, le sommet acte le projet de confédération intégrant les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et je ne veux pas vous demander le bien fondé de la confédération, mais est-ce qu'il ne serait pas utile de prendre encore plus de temps pour ratisser large, aller au-delà de ces 3 pays? Cette question, la réponse est dans l'accueil, la liesse qui a marqué l'accueil. Les peuples sont prêts, les dirigeants doivent suivre, c'est tout. Mais marquer quel temps encore? Pour se faire déborder encore par les mêmes esclaves de l'autre? Non. Il faut aller vite. Moi, si tu demandais mon avis, la confédération créée hier, je me dis, ils ont mis trop de temps. Il faut aller vite, vite. On n'a pas le temps, on est mortel. On n'a pas le temps, il faut aller vite. Parce que, pourquoi je dis on est mortel? On l'a toujours dit, hein, quand un pays, un président africain noir veut la souveraineté, l'indépendance pour sa population, son développement économique, on le tue. Tu sais ça, non? Hein? On a tué Lumumba. On a tué Sylvanus Olympio. On a tué Nkrumah. Et on a tué Sylvanus Olympio. Donc le péché, c'est qu'il voulait faire sa monnaie. C'est inconcevable. Aujourd'hui, les mêmes problèmes sont sur la table. La monnaie. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé de tout, hein, ils n'ont pas parlé de monnaie. Pourquoi? Il ne faut pas faire du tapage. Parce que la France est une puissance nucléaire. 3 bombes distribuées entre Ouaga, Bamako et Niamey calmeraient même les plus agités. Non. Donc, il faut pas rire. Pas une bombe je dis, non. Quand tu tues un chef d'État, c'est pire que la bombe. Parce que, on n'oublie pas ce qui s'est passé au Rwanda. C'est la mort de Habyarimana qui a déclenché ce qu'on a vu avec plus d'1 million de morts. Donc, quand tu tues un chef d'État, c'est comme tu as balancé une bombe nucléaire. Donc, on a tué tous ces leaders africains. Ils n'ont rien fait de mal. Juste parce qu'ils voulaient le bien de leur population. Et aujourd'hui, les 3 mousquetaires qui veulent le bien de leur population sont en danger permanent. Ils doivent aller vite pour que si malheur arrive à eux, que la relève soit assurée dans la continuité. Donc, moi je dis, confédération, c'est bienvenu. Ça aurait pu aller plus rapidement même. Donc ne me dis pas que ils ont eu le temps de réfléchir, hein. C'est des jeunes. Leur cerveau travaille plus vite que le nôtre. Non, même surtout qu'il y a peut-être certains pays qui sont quand même très proches de cet idéal sahélien. Je peux citer dans une certaine mesure le Tchad, hein, dont le président commence par avoir des démêlés avec la justice française. Je peux citer peut-être le Togo aussi, qui a participé à une opération commune, un exercice militaire la dernière fois avec l'AES. Est-ce qu'on ne peut pas ratisser plus large? Écoutez, les pays de l'AES ne sont pas dans une quête de quantité. Ils sont dans une démarche qualitative. Le général Tchiani a dit quelque chose dans son discours. Il dit que nos peuples ont tourné irréversiblement dos à la CEDEAO. Et donc, nous devons suivre leur pas. Pourquoi? Parce que, je pense que l'ambassadeur l'a dit, toute cette liesse populaire, non pas seulement à Niamey, mais à travers l'Afrique, en témoigne justement cette émission que nous sommes en train de faire, montre clairement que sur le plan mental et psychologique, l'aspiration profonde à la souveraineté, à la liberté, à l'indépendance et à la capacité de disposer par nous-mêmes et de décider de ce que nous devons devenir est déjà acquise. Et donc, à partir de ce moment-là, les dirigeants là ne peuvent que matérialiser ce rêve-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'ai parlé au départ ici de ce qui fait que nous sommes contemplatifs et admiratifs des actions que ces dirigeants-là mènent. J'ai dit qu'ils sont méthodiques. Lorsque chacun d'eux est arrivé au pouvoir, ils ont commencé par quoi?
Le premier défi était la sécurité. Parce qu'avant de parler de l'économie ou de quoi que ce soit, il faut d'abord exister en tant qu'individu. Ils se sont armés autant que possible. Ils ont cherché des partenariats gagnant-gagnant, leur permettant de se garantir leur existence. Dès l'instant où ils ont réussi à restructurer leur armée et à faire en sorte qu'ils soient capables justement de parler en tant qu'individus existants, ils ont commencé à se mettre ensemble pour créer une dynamique ou un espace qui permette justement de créer de la richesse. Une richesse qui profite précisément à la population. Tous ces pas ont été franchis devant nous. Et lorsqu'ils ont vu que la menace continuait de planer avec, de façon aiguë, ils ont décidé de sortir justement de la CEDEAO qui devenait plutôt un vrai problème plutôt que d'être une solution. Voilà comment les messieurs ont évolué jusqu'à parvenir aujourd'hui à la création de cette confédération-là. C'est pour dire qu'ils sont lucides, qu'ils savent ce qu'ils font et ils posent les pas après avoir eu l'assurance que le premier pas posé est suffisamment bien assis. Vous voyez? Donc il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas d'agitation, il y a plutôt une démarche méthodique et qui vise des résultats probants. La preuve, c'est que quand ils franchissent un pas, ils ne reviennent plus là-dessus parce que la solution est trouvée et sécurisée précisément. La question, c'était sur débit, le petit débit. Mais la France ne peut lui trouver que des biens mal acquis. Des poux dans la tête. Je suppose que ni Macky Sall, ni Ouattara, ni Ambalo, ni n'ont de biens mal acquis en France. Et ils n'ont pas ça. Ce n'est pas un problème. Alors, Kaka Déby, grand crime de lèse-majesté, il est allé à Moscou. C'est pas possible. Tu es la femme unique de Macron. Le mariage, c'est pas polygamie. Et puis il a reçu en pompe la dernière fois. Il a reçu qui? Lavrov et toute une délégation. C'est ça le problème. Et il a participé avec l'AES aux manœuvres militaires. Tu demandes, et le Togo? Le Togo manipule une force tranquille. Mais le Togo n'est pas encore arrivé à Moscou. Il n'a pas encore reçu Lavrov. Si ça advenait, mais il faut doubler, tripler la sécurité autour du président. Parce qu'on n'accepte pas ça à Paris. Paris peut être ami de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de la Corée, de tout ce que tu veux. Mais un État nègre sous la botte de Paris n'a même pas le droit de serrer la main à quelqu'un d'autre qu'à la France. Ça, c'est démocratie. Droit de l'homme, élection démocratique et liberté d'expression. Est-ce que tu comprends? Est-ce que les gens comprennent ce qui se passe? Donc, Kaka Déby, pour eux, il a défié la France. Alors que Kaka Déby ne cherche que des solutions à son problème. Il est allé à Moscou. Est-ce qu'il ne doit pas à la France? Parce qu'on a vu les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, la façon dont il est arrivé. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un a appelé Emmanuel Macron? Il est allé dans l'intention de le corrompre. Mais maintenant, nous, on se rend compte que Kaka Déby ne se laisse pas corrompre. Parce que le Tchad, mais c'est 1 280 000 km². Surtout de désert, de rocailles. Tous les terroristes peuvent se cacher là où ils veulent. Mais la France, c'est la France qui entretient les terroristes. Quand N'Djamena, ça ne leur plaît pas, on libère les terroristes. Allez-y. Mais cette fois-ci, pourquoi ils ne libèrent pas les terroristes? Ils savent que Kaka est allé à Moscou et si jamais ils libèrent les terroristes, c'est les Russes qui vont venir les écraser. Donc, bien mal acquis. Donc, c'est Kaka Déby seul dans l'Afrique francophone qui a des biens mal acquis. La dernière fois, ils ont tenté la sortie avec Madame Ouattara. Je suis sûr que Ouattara a trouvé un truc de passe-passe pour faire oublier ça. Donc, ce que nous, on dit à Kaka Déby, mais monsieur le président, si effectivement vous aviez quelques carottes là-bas, retirez-les, ramenez ça à N'Djamena. Vous pouvez même amener ça à Lomé, et nous, on a des banques très sûres. Non, c'est pour finir cette première partie. On a des banques très sûres. Le sommet a entériné également la création d'une banque d'investissement et des fonds de stabilisation.
est-ce que là, c'est pas la dernière étape avant la création de la monnaie sahélienne? Vous pouvez même être surpris qu'ils créent même la monnaie avant de créer la banque en question. Ils n'ont pas besoin de dire nous voulons créer la monnaie. Ils ont besoin de dire qu'on a des enjeux économiques qui sont réels. Nous voulons développer nos pays. Nous voulons créer un espace économique souverain. Et donc, nous appliquons les méthodes qui permettent d'atteindre ce but-là. Et donc, c'est inévitable que de parvenir à la création d'une monnaie pour les 3 pays-là. Simplement parce que le CFA avec lequel nous fonctionnons aujourd'hui, que les gens célèbrent à Paris, où quelqu'un va... Au moment où on est entré, il y a un débat houleux sur la question de l'éco, où il fallait justement faire en sorte à s'affranchir de cette monnaie coloniale. Un président va au palais de l'Élysée pour dire que c'est la meilleure monnaie qui puisse exister possible dans notre espace-là. Pendant qu'il y a un débat houleux, vous pensez, et pourtant, nous savons très bien que la monnaie est un instrument de souveraineté. C'est un des éléments de base. Et donc ça veut dire en clair que vous ne pouvez pas prôner une démarche de souveraineté, de libération, d'indépendance sans réfléchir à l'éventualité ou à l'évidence de la mise en place d'une monnaie. Et donc cette banque d'investissement ne sera pas autre chose qu'un instrument qui permet de porter une nouvelle monnaie qui repose sur les ressources inouïes dont disposent justement les 3 pays. On va revenir sur cette question de monnaie dans la seconde partie. Mais je me suis livré à un jeu avant de faire cette émission. Les 193 ou 194 pays du monde. J'ai parcouru les monnaies. Voilà. J'ai rarement vu des pays, aussi petits soient-ils, dont la monnaie soit détenue par un autre, soit frappée par un autre. Pourquoi les pays de l'Afrique sont si singuliers? En 30 secondes. Gilles, tant que tu n'as pas ta monnaie, tu es un esclave. Point. La AES sait où elle va. Mais pourquoi tous les autres ont leur monnaie sauf... Oui, non, la France ne peut pas te permettre. C'est un pays négrier. Fondamentalement, la France est un pays négrier. Le président siège même dans un palais construit par un négrier. Donc, vous savez que votre discours ne plaît pas. Non, c'est un pays négrier. Alors, certaines ambassades. Donc... Non, attends, c'est un pays négrier. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir me contredire. C'est un pays négrier. Attends. Je vais organiser plus un débat. L'AES a pour objectif, à moyen ou long terme, d'aller dans les BRICS. Tu ne peux pas aller dans les BRICS avec une monnaie de singe tamponnée dans un village perdu de la France. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de souveraineté, tu n'es rien. Quand tu es dans cette affaire, ce qu'ils pensent de cette affaire, les téléspectateurs, la parole là-dessus, les téléspectateurs comprennent ce que nous disons. Quand lui dit qu'un chef d'État africain allait dire que la monnaie est bonne, qui t'a dit que les chefs d'État africains? Ah bon, ok. On revient sur le sujet, c'est promis, avec les contributions des téléspectateurs. Je vous rappelle le contact, plus 228 96 08 43 43.